l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Bianca Dancos Giambattista, qui est physiothérapeute et qui est à la tête du mouvement Femmes dans le sport. Salut Bianca. Salut Isabelle! Alors, je te laisse te présenter. Explique-nous un peu ton parcours pour être physiothérapeute, puis tu es très impliquée dans le monde du sport, entre autres au féminin. Fait que parle-nous aussi de ton initiative Femmes dans le sport. Oui, donc moi, j'ai évolué dans le monde de gymnastique, donc quasiment toute ma vie. Je suis retraitée depuis maintenant, 10 ans, mais j'ai fait de la gymnastique de haut niveau, j'ai représenté le Canada, j'étais allée aux États-Unis. J'ai fait mon bac en kinésiologie à l'Université de la Floride où est-ce que j'ai représenté les Gators, l'équipe de gymnastique collégiale. Puis j'ai étudié en physiothérapie. Moi, j'allais en physiothérapie pour devenir physiothérapeute du sport. Mais j'ai découvert le monde de santé de la femme via la rééducation périnéale et pelvienne. Et donc, j'ai développé une expertise en rééducation périnéale et pelvienne, mais avec mon background d'athlète, j'ai commencé naturellement à traiter des athlètes ou des femmes vraiment sportives avec des dysfonctions pelviennes, des jeunes athlètes même, des adolescentes ou des femmes qui devenaient enceintes et voulaient retourner au sport en postpartum, quand même de haut niveau durant leur parcours sportif. Puis mon background d'athlète, donc en tant qu'athlète, j'ai vécu les angles morts par rapport à la prise en charge de la santé des femmes athlètes. Même juste par rapport au futur urinaire, jusqu'en 2016, j'étais à l'université et j'avais des collègues, des coéquipières qui avaient des fuites urinaires, puis je savais même pas que c'était pas normal. En 2016, ça fait même pas 10 ans. Puis, en tant que clinicienne, à ce jour, je vois encore les angles morts par rapport à la prise en charge de la santé des femmes en général et je dirais encore plus dans le sport. Donc ça, c'est un écart que je vis dans ma vie, clinique et je me suis dit: «Il faut faire quelque chose par rapport à ça», donc j'ai fondé l'organisation Femmes dans le sport. Maintenant, il y a un essor vraiment énorme dans le sport féminin, dans le monde, mais aussi à Montréal avec la Victoire, les Roses, mais il y a pas beaucoup de gens qui parlent de la santé de ces athlètes-là. Et là, on s'en va dans un monde où est-ce que l'industrie du sport féminin prend beaucoup d'essor et moi, je suis celle qui parle de: «Hey, c'est tellement important l'industrie du sport féminin, mais pour que l'industrie puisse avoir une longévité, faut que ces athlètes-là, ces femmes-là soient en santé». Donc dans l'écosystème du sport féminin au Québec, on est vraiment celle qui promouvoit la santé des femmes, on vulgarise la science pour la rendre accessible. Tu sais, on parle beaucoup d'une statistique choquante que, en général, en sciences, il y a, tu sais, la majorité des recherches en sciences du sport, est encore faite sur les hommes. Donc juste 6% de toute la science, du sport est faite exclusivement sur les athlètes féminines. Donc, de ces statistiques-là, mettons le 6%, il y a des études qui sont quand même de qualité puis qui sont bonnes et nous, on veut aider à mobiliser ces connaissances-là direct sur le terrain via la vulgarisation scientifique, des ateliers avec les athlètes, des ateliers avec des femmes dans le sport, des ateliers aux professionnels. On fait aussi des événements pour mobiliser le système, l'écosystème, du sport pour mettre la santé des femmes au cœur de la culture sportive. Donc en gros, c'est ça l'évolution de Femmes dans le sport. Bravo pour cette initiative-là. Je pense qu'elle est plus que nécessaire. Aujourd'hui, dans le fond, ce que je veux parler avec toi, là, c'est qu'il y a tellement de mythes actuellement qui sont véhiculés par rapport à l'activité physique spécifique à la femme. Donc là, tu sais, on essaie de trouver de plus en plus de recommandations qui s'appliquent vraiment en fonction du cycle menstruel, des choses comme ça. Il y a vraiment énormément de désinformation sur les médias sociaux. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder ensemble, là, c'est quoi les données qu'on a qui sont soutenues par la littérature scientifique pour, essayer de démystifier tout ça ensemble. Le premier mythe, là, c'est un mythe qui est assez générique, là, c'est: «Les femmes sont plus fragiles». Qu'est-ce que tu penses de ça? Mhm. Ah! C'est tellement un mythe à déconstruire, mais ça vient de loin, cette idée-là que les femmes sont fragiles et je pense que nous, dans notre pratique, Isabelle, en tant que physio-périnéale, on le voit, tu sais, justement avec la communauté de femmes enceintes, même les recommandations de base par rapport à l'activité physique, tu sais, qui sont sorties en 2019, il y a certaines recommandations qui sont basées, tu sais, c'est des recommandations d'experts, qui sont pas nécessairement
basé sur des données empiriques. Donc, il y a pas de données scientifiques pour soutenir certaines des recommandations, qu'on donne à des femmes enceintes et je pense sincèrement que ça vient du mythe que les femmes sont fragiles. Donc, on a peur de faire mal ou on a peur de faire des études scientifiques avec des femmes qui sont enceintes parce qu'on a peur de leur faire mal. Hem et le fait qu'on n'a pas beaucoup de données scientifiques fait en sorte qu'on recommande des choses par peur. De plus en plus, par contre, ce qu'on voit surtout dans l'activité physique chez la femme enceinte, c'est que de faire de l'activité à intensité modérée à vigoureuse peut être tout à fait sécuritaire. Puis on parle souvent de: «Ah, qu'est-ce qu'il faut faire attention à quoi par rapport à l'activité physique durant la grossesse? C'est quoi les risques associés à l'activité physique?» Je trouve ça tellement bizarre parce que non seulement que l'activité physique durant la grossesse, c'est sain, mais on parle jamais des effets, pas effets secondaires, mais les aspects négatifs de ne pas faire d'activité physique. Donc, l'activité physique durant la grossesse, par exemple, et honnêtement, tout au long de notre vie, là, en tant que femme et homme aussi, on parle beaucoup des risques associés à l'activité physique, mais c'est quoi les risques associés à ne pas faire de l'activité physique, surtout durant la grossesse? Donc moi, j'ai vraiment ce shift de mindset-là en ce moment de la femme n'est pas fragile du tout, la femme est résiliente, la femme, tu sais, c'est magnifique, là, le corps d'une femme est fait pour accoucher, là, c'est incroyable et ça, on devrait le voir d'une façon empowering et pas de le voir comme quelque chose qui est fragilisant. Puis tu sais, on parle même, moi j'adore toute l'histoire des Olympiques, là. Puis la première fois que les femmes, je pense aux Olympiques d'Amsterdam, c'est en quelle année? Je pense 1928, OK? C'est la première fois que les femmes pouvaient courir dans une certaine distance aux Olympiques. OK? Puis à cause de la médiatisation, puis quelque chose qu'un journaliste a dit par rapport à comment que cette course-là s'est passée, que les femmes se sont effondrées, qu'il y en a qui ont même pas fini la course. Tout ça, en passant, c'est pas vrai. Toutes les femmes avaient fini la course. Il y avait des femmes à la fin qui s'étaient étendues au sol parce que c'est ça qu'on fait quand on est athlète de haut niveau puis on court de toute notre capacité. Puis d'ailleurs, même les hommes font ça. Toute cette médiatisation-là et le discours a fait en sorte que cette épreuve-là a été éliminée des Olympiques pendant plus de 30 ans. Fait que l'idée que le corps de la femme est fragile part de loin, a eu un impact majeur sur même la participation des femmes aux Olympiques, perdure maintenant même en adolescence. Tu sais, je veux dire un mot anglophone, là, mais le drop-out rate des adolescentes au sport est énorme. Tu sais, à 17 ans, la moitié des filles font plus de sport. Puis est-ce que tu Euh, penses que c'est associé avec le début des menstruations? Tu sais, est-ce qu'il y a une corrélation qui a été établie entre Absolument. la ménarche, là? Fait que dans le fond, quand on a nos premières règles, est-ce que c'est là qu'il y a un gros, gros taux de jeunes adolescentes qui quittent les sports? Absolument. Ça, c'est prouvé là, par des données scientifiques que les changements liés aux menstruations, au changement du corps, donc même l'apparition des seins, l'anxiété, la peur en lien avec les menstruations ou OK, est-ce que si je fais du sport, puis je tombe dans ma semaine, est-ce qu'on va avoir des fuites, pas des fuites urinaires, mais des fuites de sang? Tout ça euh, sont des raisons de l'abandon du sport chez les adolescentes. On le sait, ça, c'est prouvé scientifiquement. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est surtout des ménages qui sont précoces, donc des femmes qui vont avoir leur menstruation avant l'âge d'à peu près 12 ans, vont avoir beaucoup plus de chances d'abandonner le sport que les adolescentes qui vont avoir leurs règles un peu plus tard. Ça, je trouve ça intéressant. Puis, j'avoue que je me demande pourquoi, mais une des raisons, je pense, c'est t'es une des plus jeunes à avoir tes règles, tu vis un changement énorme. Il y a pas tant de soutien, on n'en parle pas vraiment au secondaire, au primaire. Tu toute seule là-dedans. Je peux juste imaginer à quel point que ça peut rendre anxieux puis ne pas lui donner le goût de continuer parce que le système n'est pas conçu pour soutenir les adolescentes. Par contre, je vais faire un shout-out à l'organisme à but non lucratif Filles Actives qui vont dans les écoles secondaires et démocratisent le sport pour les adolescentes, puis enlèvent l'aspect de compétition. Ils viennent juste de lancer une campagne
qui est par rapport à pas besoin d'être championne pour faire du sport parce que on le voit là qu'à l'adolescence, là, le gap, pas l'écart qui se crée entre les adolescentes hommes et femmes, c'est surtout dans les sports compétitifs. Donc, Filles Actives travaille à intégrer le sport en dehors des heures d'école, donc des programmes parascolaires. Puis enlever tout à fait la conception de faut absolument faire de la compétition pour rester dans le sport. Parce que je pense qu'il y a l'aspect aussi de compétition qui fait en sorte que les femmes vont abandonner le sport. Puis est-ce que tu crois que, tu sais, parce qu'il y a beaucoup des sports qui sont associés au sexe féminin, là, qui sont des sports, tu sais, de spécialisation précoce comme la gymnastique, entre autres. Moi, j'ai fait du patinage artistique. Tu sais, c'est ça, tous ces sports-là qui sont plus techniques ou qu'on voit que c'est rapidement, tu sais, 12, 13, 14 ans, là, que vraiment le pic de performance est atteint. Est-ce que tu penses que c'est aussi relié à ça un peu ou le manque d'encadrement? Tu sais, c'est quoi les différents aspects qui font que les jeunes avec une ménage précoce, est-ce que c'est parce que le réseau de soutien est pas là? Je pense que oui. Après, je suis pas une spécialiste en surspécialisation du sport à un jeune âge, mais on le voit de plus en plus euh, que la surspécialisation jeune est associée à plus de risques de blessures. Je pense plus de risques que l'adolescente ou l'adolescent ou l'enfant abandonne le sport. Je pense que c'est certainement un des facteurs. Je pense que avec la surspécialisation, on ne va pas exposer l'enfant à différents sports, peut-être à des sports qu'il aimerait plus faire, mais qu'il ne peut pas développer parce que il se surspécialise puis il rentre en compétition vraiment jeune. Hem, je pense que C'est c'est ça, un rapidement, facteur. il y a Après, l'aspect de performance parce que, tu sais, tu disais filles actives, ils essayent de démocratiser le sport plus récréatif pour la santé, l'activité physique de manière plus générale. Mais ces sports-là où il y a une spécialisation rapide va venir avec une performance aussi qui est comme attendue. Fait que, tu sais, on rentre dans un système plus organisé, compétitif rapidement à un jeune âge. Donc, j'imagine que ça a un impact. Hem, on va parler, tu sais, là, on a parlé de ménage, on va parler aussi d'aménorrhée, tu sais, dans ces sports-là, entre autres, tu sais, mmh, gymnastique, patinage. Je pense qu'il y a beaucoup, l'aspect, tu sais, qui est relié à l'apparence corporelle, là, donc, tu sais, il y a une espèce de standard physique qu'on s'attend. Tu sais, les costumes, les maillots, ça vient aussi avec ça. Dans ces sports-là, est-ce qu'on a une proportion de jeunes adolescentes qui vont avoir une absence de règles découlant de la pratique de leur sport? oui, puis peut-être, mentionner que l'aménorrhée veut dire l'absence de menstruation quand on devrait avoir des menstruations. Fait qu'on dit pas de l'aménorrhée, durant la grossesse ou le postpartum ou, en périménopause. Hem Donc oui, l'aménorrhée, tu sais, il y a différentes catégories d'aménorrhée là, et c'est un des signes d'un déficit énergétique relatif dans le sport ou, un syndrome de Reds. C'est un signe d'alerte qu'il y a quelque chose qui va pas, d'avoir de l'aménorrhée. Hem Tu sais, jusqu'à 63 des athlètes, vont avoir un syndrome de Rett, qui est quand même un syndrome, une condition, qui est grave là, qui va affecter tous les systèmes de notre corps, dont le système reproducteur. Et c'est là que le corps, il dit: «Il y a trop d'énergie qui sort de mon corps que ce qui rentre, et donc on doit prioriser certains systèmes». Et un des premiers systèmes qui prend le bord, c'est avec le système reproducteur parce que le corps dit: «Là, je suis en mode survie, j'ai pas le temps de reproduire». On le sait que c'est ça, jusqu'à 63 des athlètes féminines, surtout dans des sports artistiques ou des sports à catégorie de poids ou des sports d'endurance. Fait que je pense à la gymnastique, natation artistique, sport d'endurance, puis on le sait que jusqu'à peu près 54 de ces athlètes-là vont présenter avec des troubles du cycle menstruel. L'aménorrhée, c'est le plus grave, qui est l'absence complète des menstruations. Puis surtout si on parle de jeunes athlètes, adolescentes, sport de haut niveau, performance et surspécialisation, l'aménorrhée primaire, en fait, c'est de ne pas avoir ses règles à 15 ans. Fait que si à 15 ans, 15 ans et demi, 16 ans, tu pas eu tes premières règles,
c'est important de consulter. Hem, mais ensuite de ça, on a l'aménorrhée secondaire qui est l'absence de menstruation. Hem, Si ça fait 3 mois ou plus que tu as pas eu de menstruation, puis avant tu avais des menstruations régulières, c'est considéré de l'aménorrhée secondaire. Si tu as pas de menstruation pendant 6 ou plus de mois et qu'auparavant tu avais des menstruations irrégulières, c'est considéré de l'aménorrhée secondaire. Fait que juste comme mettre les bases par rapport à l'aménorrhée. L'aménorrhée est un signe potentiel de déficit énergétique dans le sport. Puis des une des causes principales, ça pourrait être le surentraînement, le déficit énergétique dans le sport ou d'autres troubles hormonaux. Mais oui, le sport est un des facteurs pas le sport en tant que tel, mais par exemple un déficit ou un surentraînement en lien avec le sport de haut niveau peut être les causes d'une aménorrhée. Et l'aménorrhée ne va pas arriver nécessairement juste chez des athlètes de haut niveau en passant. Ça peut arriver chez quelqu'un qui fait du sport, puis qui a un déficit, énergétique, donc plus de calories qui sortent qui rentrent. Ça peut aussi arriver à une femme en postpartum, par exemple. Puis ça peut être un peu tricky à trouver parce qu'un des signes normalement de déficit énergétique, c'est l'absence de menstruation. Mais s'il y a l'allaitement dans tout ça, ça peut être difficile à cibler et aussi si une femme a une contraception hormonale, ça peut être difficile à trouver parce que l'aménorrhée ne veut plus nécessairement être un signe de déficit énergétique. Exactement. Fait que si on prend, mettons, la pilule contraceptive en continu puis qu'on n'a plus de menstruation, ben, à ce moment-là, on ne pourra pas identifier notre aménorrhée qui va être en lien avec le déficit énergétique, c'est ça? Exactement. Puis peut-être un autre un petit mythe, à déconstruire, c'est si je prends une pilule contraceptive et je saigne avec cette pilule-là pendant le mois, ce saignement-là n'est pas des menstruations. Fait qu'on peut pas se fier à: «Ah, je saigne, j'ai mes menstruations, donc tout est good sur la contraception hormonale». Fait que ça, c'est important à garder en tête. Donc, est-ce qu'il y a d'autres signes, tu sais, à ce moment-là, qu'on peut se fier pour se dire: «On a Mmh, peut-être un REDS» ou tu sais, c'est quoi les autres indicateurs là que ouais, finalement ça va pas si bien que ça? ouais. C'est une super bonne question parce que souvent quand on arrive jusqu'à l'aménorrhée, c'est qu'on est quand même, hem, profond dans le RED. Un signe, qui est dans mon expertise en santé pelvienne, c'est que, tu sais, de si une athlète a un syndrome de RED, elle est 2 à 3 fois plus à risque d'avoir de l'incontinence urinaire. Fait que l'incontinence urinaire peut être un signe de déficit énergétique. Puis en passant, le déficit énergétique, c'est sur un continuum. Tu peux avoir un diagnostic de RED puis être vraiment dans le rouge ou tu peux être, au tout début d'un déficit énergétique. Puis le plan de traitement ou la durée de temps après l'aménorrhée pour revenir à des règles normales ou à une santé hormonale optimale. Ça va dépendre de la profondeur du RED et de la longueur du RED. Mais il y a les fuites urinaires qui peuvent être un signe. Aussi, la constipation. On n'en parle pas assez de la constipation parce que la constipation peut être un signe de déficit, énergétique. Puis aussi, on sait que la constipation chronique long terme est un facteur de risque d'inconstance urinaire et de prolapsus pelvien. Donc ça, c'est des signes précoce, selon moi, avant qu'on arrive aux symptômes graves comme l'aménorrhée ou des fractures de stress ou des blessures graves, parce que ça, c'est toutes des symptômes ou des signes, heu, des des facteurs qui vont arriver après un diagnostic de REDS. Mais nous, en clinique, ou même pour des patients, de savoir, OK, inconstance urinaire, fatigue extrême, être malade souvent, hem, tout ça peuvent être des signes qui vont arriver avant des affaires graves et ça nous permet, nous, en tant que clinicienne, d'investiguer un peu plus loin. Moi, j'arrive en clinique puis j'ai des patientes qui présentent avec de l'inconstance urinaire, hem, que leur plancher pelvien va super bien. Il y a le plancher pelvien n'est pas nécessairement le problème, mais en investiguant plus loin, je demande des questions par rapport à l'alimentation, un petit peu de surface, d'hydratation, pour avoir un portrait global de la chose, puis on réalise: «Ah, je pense que
c'est pas une question mécanique, musculaire, force du plancher pelvien, mais plutôt un déficit énergétique qui peut entraîner, des impacts sur l'estrogène, qui peut ensuite entraîner des impacts sur les tissus passifs, qui peut ensuite avoir un impact sur la fatigabilité des tissus et donc il y a des fuites urinaires. Dans ce cas-là, le traitement ne serait pas nécessairement privilégié avec la physio-périnéale, mais plutôt en nutrition ou, médecine, sportive. C'est ça, fait qu'il faut être capable d'identifier c'est quoi les facteurs dans une globalité là, pour la personne qui est devant nous. Là, on parle de fuite urinaire. Ça, c'est un autre mythe, là, comme de quoi que c'est un peu normal là, tu sais, d'avoir des fuites quand on fait des sports à haut impact. Exemple, là, tu sais, volleyball, là, les personnes, ils sautent, des centaines et des centaines de fois, gymnastique, trampoline, patinage encore là. Est-ce que ça, c'est normal d'avoir des fuites urinaires quand on fait un sport, avec des impacts ou sans impact? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Puis qu'est-ce que la science nous dit? Ben, c'est jamais normal d'avoir des fuites urinaires, quoique très fréquent, c'est pas normal. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau du plancher pelvien ou un signe qu'on est en train de, surcharger le plancher pelvien. Il y a plein de choses à déconstruire par rapport à ça. Premièrement, l'activité physique, hem, modérée est un protecteur au niveau du plancher pelvien. C'est à un certain point, à une certaine intensité ou à un certain impact que là, on va avoir plus de risques de fuite urinaire. Fait que je dis ça parce que je veux qu'on arrête de démoniser l'activité physique. Jusqu'à un certain point, c'est protecteur, puis quand on passe ce point-là, l'impact répété à long terme peut augmenter les risques de fuite urinaire. Par contre, il y a en fait, il y a l'évidence scientifique de la plus robuste pour soutenir l'entraînement des muscles plancher pelvien pour traiter les fuites urinaires. Donc, niveau A1, là, fait que ça veut dire, le plus haut niveau d'évidence pour traiter les fuites urinaires chez les femmes actives. Donc, c'est pas normal, c'est fréquent et il y a des choses à faire pour aider. C'est ça que je dis tout le temps, que j'adore notre expertise en santé pelvienne parce que les traitements sont efficaces. Quelque chose qui me chicote de ce temps-ci, OK, je sais pas si c'est un mythe ou c'est un trend sur les réseaux sociaux. Hem, les gens qui disent: «Arrêtez de faire vos Kegels» ou «Arrêtez de faire vos exercices du plancher pelvien», j'aime pas ça. J'aime pas ça, puis je vais m'expliquer, OK? Il y a eu un trend, il y a quelques mois, dans les dernières années, que des gens, ces réseaux sociaux, hem, disaient: «OK, là, on va faire nos exercices de plancher pelvien». Donc on contracte fort, 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 on relâche, on contracte, on relâche. Il y a eu un peu de backlash par rapport à ça, par la communauté de physiothérapeutes en santé pelvienne pour dire: «Ah, mais si on n'évalue pas le plancher pelvien, on sait pas s'ils le font bien. Si on dit à quelqu'un qui a un plancher pelvien très, très tendu de juste contracter, puis elle sait pas comment relâcher, ça se peut qu'on fasse plus de dommages». Bref. Fait qu'il y a eu un peu de backlash par rapport à ça, je comprends. Mais maintenant, c'est comme le retour du balancier qui dit, «Arrêtez de faire vos Kegels». Puis Kegel pour dire contraction du plancher pelvien. Puis il manque tellement de nuances dans tout ça, OK? Parce que si on parle de fuite urinaire ou de descente d'organes, c'est très, 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 très clair, même par des revues Cochrane, OK, qui est une revue de plusieurs revues scientifiques. Donc, encore une fois, le plus haut niveau d'évidence pour soutenir le fait que le meilleur exercice thérapeutique que tu peux faire pour traiter des fuites urinaires reste la contraction maximale isométrique du plancher pelvien, isolé. Isométrique, Donc, juste pour qu'on précise là, pour que les gens comprennent là, fait que contraction maximale isométrique, est-ce que tu peux, expliquer c'est quoi? ouais, dans le fond, c'est une contraction, tu fais juste contracter le plus fort possible, par Soutenue, fait exemple, que dans le pendant fond, c'est soutenu, ça exactement. la contraction maximale, tu la maintiens pendant un certain temps, Ouais. fait qu'il y aura pas, tu sais, de fluctuation là, up down là. Ouais, puis cette contraction-là n'est pas considérée, mettons, si on fait un exercice, un squat, ou est-ce qu'on va inspirer, relâcher en descendant, expirer, contracter en montant. Ça, ce n'est pas une contraction isométrique soutenue maximale. Et moi, là, je suis la première personne à adorer les exercices fonctionnels. Je fais moi-même l'entraînement fonctionnel.
Je donne beaucoup d'exercices fonctionnels à mes patients, donc de faire des exercices, des squats, des lunges, plein d'affaires en intégrant le plancher pelvien, en intégrant la respiration. Mais reste que la base, ça va en ce moment, c'est les contractions du plancher pelvien. Puis une fois que ça, c'est bien maîtrisé, acquis, là, on peut rajouter des exercices fonctionnels en intégrant plancher pelvien, respiration, parce que c'est démontré qu'une fois qu'on a acquis la base, ben, en ajoutant des exercices fonctionnels, ça peut ajouter un petit plus value en termes de succès de traitement pour les futurs mères, puis puis les descentes d'organes. Mais c'est comme si en ce moment, on voit beaucoup de gens dire: «Ah, mais là, les Kegels, c'est pas si important, comme faites plus des exercices fonctionnels, co-contraction adducteurs, fessiers, abdos profonds. Le plancher pelvien fait partie du corps en entier». Oui, tout à fait, mais reste que pour traiter des fuites urinaires, des descentes d'organes, le gold standard, la base devrait toujours en ce moment être des exercices isolés, isométriques du plancher pelvien. Donc c'est ça que j'ai à dire. Mais c'est parfait, c'est très clair. Puis, tu sais, c'est ça, je suis d'accord avec toi pour les exercices fonctionnels. C'est juste que, tu sais, mettons qu'on pense aux abdominaux, ben souvent, les gens vont pas être capables de bien isoler les abdominaux profonds. Fait que là, ils vont faire une grosse augmentation de la pression intra-abdominale en contractant les abdominaux. Puis finalement, s'ils savent pas comment engager leur plancher pelvien sur une contraction isométrique, comme tu dis, ben finalement, ça va pousser vers en bas, fait que ça va augmenter les fuites. Donc, tu sais, c'est ça, faut qu'on ait une bonne base, puis il faut qu'on ait appris comment faire ça pour, après ça, transposer ça dans des gestes sportifs, des activités fonctionnelles de la vie du quotidien. Fait que je suis tout à fait d'accord avec toi. L'autre mythe, là, Puis qu'on tu entend excuse-moi, je vais juste rajouter oui, Isabelle, vas-y. je pense que ce qui me chicote dans ce message-là, c'est, le manque de nuances, en fait. De arrêter de faire des exercices ou faites juste ça. Puis en ce moment, dans l'ère numérique sur les réseaux sociaux, il manque tellement de nuances, d'où l'importance d'avoir des formats plus podcast pour déconstruire ces idées-là. Donc c'est plus, tu sais, j'adore les exercices fonctionnels, puis j'en donne des exercices fonctionnels, mais pour rester loin des tout ou rien ou faites absolument ça ou cet exercice-là est vraiment mauvais pour vous. C'est dangereux Ouais. les messages comme ça. Puis moi, ce que j'aime pas non plus, puis je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de nuances qui sont pas, véhiculées sur les réseaux sociaux, c'est les grandes lignes directrices qui s'appliquent à tout le monde. Fait que, tu sais, par exemple, là, il y a eu des nouvelles recommandations au retour à l'activité physique postpartum, fait qu'en période Ouais. post-accouchement, cette année, il y a des nouvelles recommandations qui ont été mises. C'est correct, mais il faut faire attention de ne pas généraliser ces recommandations-là puis d'adapter ça à la réalité de chaque personne. On peut en parler brièvement, là. C'est quoi ces nouvelles recommandations-là? Juste dire parce que ça a quand même changé pas mal la pratique des physio-pelviennes, là. Donc, c'est quoi les nouvelles recommandations? Oui, puis juste même avant de parler des recommandations, ces recommandations-là ont été développées par un groupe d'experts et se sont basées sur plusieurs revues systématiques. Donc les recommandations ne sortent pas des fesses de quelqu'un. Sont vraiment basées sur la science. La recommandation principale, c'est d'accumuler 120 minutes d'activité physique par semaine. Ça, c'est généralisable, honnêtement. Ça, je le généraliserais. Je dirais que c'est important d'accumuler 120 minutes d'activité physique par semaine pour une femme en postpartum parce qu'on connaît tous les bienfaits liés à ça. Après, Puis il y ça, a c'était le beaucoup lendemain de d'obstacles. l'accouchement ou il y a tu sais, est-ce qu'il y a un timeline, là, dans le fond, à partir de Ouais, quand la recommandation s'applique? Est-ce que tu accouches, puis là, tout d'un coup, tu t'en vas faire l'activité physique ou il y a comme une espèce de ouais. de temps Le qu'on se dit que timeline c'est raisonnable? le timeline est très vague parce que c'est individuel, ça va dépendre du type d'accouchement, ça va dépendre des symptômes. Mais ce qu'on sait, c'est que celles qui atteignent ou qui commencent à bouger à peu près 120 minutes par semaine, dans les premiers 3 mois postpartum, on voit une diminution du risque de dépression postpartum. Fait que celles qui commencent à bouger
plus tôt, fait que dans les premiers 3 mois, vont voir des bénéfices sur leur santé mentale. Est-ce que ça veut dire d'aller faire du CrossFit puis de courir, 2 jours postpartum? Pas du tout. OK? Mais en passant, la recommandation d'attendre 3 mois avant de courir n'est pas soutenue, OK? La seule recommandation qu'on sait, c'est trop tôt avant 3 semaines de courir. Mais à partir de là, c'est individualisé et j'ai des patientes, qui sont des athlètes ou pas, là, qui commencent à courir avant 12 semaines parce qu'ils sont bien encadrés, puis ça va bien, puis ont fait beaucoup de travail en amont durant la grossesse. Ils ont couru jusqu'à la fin de la grossesse pour pouvoir recommencer à courir plus tôt que le 12 semaines. Mais je pense que le 120 minutes par semaine, tu sais, 6 fois 20 minutes, à intensité modérée en passant, fait augmenter un peu la fréquence cardiaque, mais quand même être capable de parler. Hem, le plus tôt postpartum, selon moi, si c'est possible, puis qu'il y a pas d'augmentation de symptômes. S'il y a un accouchement par voie césarienne, tu sais, il y a quand même un temps pour la récupération tissulaire, entre 6 et 8 semaines, mais c'est démontré que le plus tôt qu'on commence à se mettre debout puis marcher après une césarienne, le mieux pour notre récupération. Donc moi, quelques jours postpartum, je recommande mes patientes à sortir dehors, aller faire des petites marches. C'est ça, en surveillant leurs symptômes. Fait que, tu sais, évidemment, si tu es une césarienne puis que tu vas prendre ta marche, mais finalement, tu as une douleur à 10/10 au niveau de ta cicatrice, et après ça, que tu es obligé de prendre la médication pour te soulager, c'est peut-être pas la bonne intensité. Mais je pense que si on Absolument. s c'est ça, si on se fie aux symptômes puis qu'on est bien encadré, je pense que de retourner à l'activité physique rapidement, effectivement, c'est une recommandation qu'on devrait faire pas mal à tout le monde. Tout à fait, puis, tu sais, encore là, le mindset de: «Ah, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on va endommager le corps si on commence à bouger trop tôt postpartum?» Les évidences scientifiques non seulement encouragent l'activité physique, mais nous démontrent que ça va diminuer les risques diminuer l'inconstance urinaire, les descentes d'organes, va favoriser, les abdos, le soutien abdominal. Fait que non seulement que c'est pas dangereux de commencer à bouger, mais il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices à commencer à bouger quand même tôt. Mais évidemment, puis je le dis à mes patientes, ton corps va te le dire si tu en fais trop. Donc, tu vas avoir des symptômes si tu en fais trop. Puis si jamais tu as des symptômes, le tu sais, faut pas tout arrêter parce qu'il y a des conséquences à tout arrêter, mais de modifier son sport. Fait que c'est beaucoup d'écouter son corps, d'être à l'écoute, de modifier au besoin. Puis les physiothérapeutes en santé pelvienne sont là pour guider le retour au sport. Et c'est pour ça que, selon moi, tu sais, en postpartum, on voit nos patientes autour de 6 semaines. Ou tu sais, moi, j'ai commencé à les voir un peu plus tôt. Mais je pense que dans les premières semaines postpartum, selon comment ça se passe l'accouchement, il y a un beau potentiel de commencer à avoir un certain encadrement, si on le souhaite, par rapport à l'activité physique, parce qu'on voit que les grosses questions sont dans les premières semaines postpartum. Et moi, j'ai une pratique en clinique, mais j'ai une pratique aussi hybride. Fait que je fais des suivis en ligne. Puis j'ai des patients qui m'écrivent à 2 semaines postpartum parce que ça a super bien été, ils sont prêts pour commencer à bouger, mais ils veulent être encadrés. Donc, j'encadre des patientes à partir de 2 semaines postpartum, là. Tout ça pour dire que je pense que le 120 minutes par semaine, il est important parce qu'on connaît tous les bénéfices. Après, le gros enjeu, c'est les obstacles. Pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas ces recommandations-là? Hem, Pas une recommandation, mais quelque chose qui est sorti des recommandations de retour au sport postpartum, c'est le fait que de bouger va améliorer la qualité de sommeil et donc nos niveaux de fatigue. On est souvent dans un cycle vicieux de fatigue, manque d'énergie, on fait pas de sport. Ça, c'est un cycle vicieux qui se nourrit. Si on est capable de prendre un petit peu de temps pour faire un peu de sport sans se complètement vider de notre énergie, mais on sait que le sport, ça c'est prouvé, on sait que le sport va améliorer la qualité du sommeil. Donc, on peut pas garantir qu'on peut plus dormir si on fait du sport, mais on peut quand même, avec confiance, dire que de faire l'activité physique va améliorer la qualité du sommeil. Ça, je trouve ça vraiment C'est quand important. même non négligeable, là, en postnatal, là, parce que, tu sais, le sommeil va être perturbé, chez la très grande majorité des nouveaux parents. Donc de dire qu'on a une qualité de sommeil qui va être améliorée par la bande, qu'on réduit notre risque de dépression
postpartum, je pense que c'est quand même des avantages significatifs. Faut pas ignorer les barrières, par contre. C'est le soutien familial, le soutien social est tellement important en postpartum et je veux juste nommer le fait qu'il y en a qui ont beaucoup moins de soutien, qui ont aucun il y a des gens qui ont aucun soutien, des femmes en postpartum. Je veux le nommer parce que c'est des barrières qui sont réelles et je pense qu'avec un bon soutien, que ça soit professionnel ou autre, on peut trouver des solutions pour intégrer l'activité physique qui est réaliste dans la vie de tout le monde. J'y crois sincèrement. Puis il faut faire attention de ne pas se culpabiliser non plus, hein, parce qu'effectivement, ça peut être une barrière majeure, le fait de ne pas avoir de réseau, de ne pas être capable de sortir, prendre une demi-heure pour aller marcher toute seule sans le bébé. Fait que, tu sais, c'est ça, la culpabilité maternelle, je pense qu'elle peut embarquer rapidement là, quand le réseau n'est pas là pour nous soutenir dans la reprise de l'activité physique. La dernière chose que j'aimerais qu'on déconstruise ensemble, là, là, il y a vraiment une mode sur les réseaux sociaux de synchroniser notre entraînement ou, les performances sportives en fonction du cycle menstruel. Là, on va parler des évidences, là, parce que, tu sais, je pense qu'il y a comme une grosse industrie qui est en train de se construire autour de la santé de la femme. Est-ce que c'est soutenu par la littérature scientifique actuellement ou pas? Donc, la réponse courte est non. La pratique ou la mode de cycle syncing ou de modifier son entraînement selon son cycle menstruel, à ce stade-ci, n'est pas soutenue par les évidences scientifiques. Un, il y a pas beaucoup d'études. Les études qui sont là, la majorité des études, malheureusement, par rapport au lien entre le cycle menstruel et la performance, est de faible qualité. Donc même certaines études qui ont des conclusions par rapport à: «Il y a peut-être un petit effet qui est, pas vraiment significatif, mais on dirait qu'il y a un trend vers l'impact que le cycle menstruel peut avoir sur la performance». Ces études-là, la qualité est juste pas là à ce jour parce que c'est difficile d'étudier le cycle menstruel. Il y a différents niveaux d'évidence ou de méthodes de comment étudier le cycle. Oui, il y a la méthode calendrier, mais il y a la prise de sang, aussi. Puis il y a pas toutes les études qui vont aller jusqu'à la prise de sang pour étudier le cycle menstruel. On peut vraiment pas se baser sur la méthode de calendrier pour émettre des conclusions sur, l'entraînement peut avoir un impact. Fait qu'il y a pas un consensus scientifique en fait, le consensus scientifique à ce jour est que on ne peut pas, selon la science, modifier son entraînement par rapport à son cycle menstruel. Pas qu'on ne peut pas, on peut le faire, c'est juste que c'est pas une pratique qui serait soutenue par la science. C'est ça, fait que pour optimiser notre performance, on peut pas aller sous ce fondement-là pour dire: «Je vais avoir une performance qui est meilleure dans telle phase de mon cycle». C'est pas soutenu. Non, par contre, il y a un lien entre la perception de ces symptômes. Non, il y a un lien science en ce moment, surtout, tu sais, il y a une étude notamment chez des cyclistes. Mais en passant, les études, là, c'est fait sur des athlètes de haut niveau. Donc, chez les athlètes de haut niveau, on voit pas de différence. Peut-être un jour, on va peut-être voir une amélioration de quelques pourcents ou le 1% chez les athlètes de haut niveau. Mais est-ce que ça peut être généralisé dans la population générale? Selon moi, absolument pas, là. Puis s'il y a des liens, ça va être des liens qui sont très petits, là. Par contre, c'est ça, je reviens à mon idée de il y a un lien entre nos symptômes et notre perception de performance. Donc, si dans une phase de mon cycle, j'ai plus de symptômes, j'ai plus de douleurs, de fatigue, de crampes menstruelles, je peux sentir que ça a un impact sur ma performance sportive. Par contre, dans ces mêmes études-là, si on étudie le taux d'hormones et on essaie de faire des liens de, OK, avec ce taux d'hormones-là, est-ce qu'il y a un lien sur sa performance objective dans des tests objectifs de performance? C'est là qu'il n'y a pas de différence. Mais c'est important de valider celles qui sentent que leurs symptômes ont un impact sur leur performance. Les symptômes sont réels, les symptômes sont là. Les symptômes vont avoir un impact sur comment que tu te sens.
Mais si on mesure objectivement, si on te met sur une plateforme de force, si on te met sur un test de vélo, de VO2 max, le taux d'hormones n'aurait pas nécessairement d'impact. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. La science est scalée, là, comme on peut pas nécessairement décider des résultats, mais je trouve ça quand même empowering de savoir que, hey, moi, je peux être performante, là, peu importe où est-ce que je suis dans mon cycle. Parce que, tu sais, quand on en parle aux athlètes, leur compétition n'est pas planifiée. Leur calendrier de compétition n'est pas planifié selon leur cycle menstruel. Ils n'ont pas le choix de performer, peu importe son où, peu importe comment ils se sentent. Et même moi, dans mon day-to-day, je m'entraîne. Des fois, il y a des semaines que je me sens un peu moins bien. Juste avant mes règles, j'ai comme beaucoup de fatigue. Mais maintenant, je vais m'entraîner, puis je suis comme, là, je le sais, Bianca, là, la science en dit que tu peux être performante, même à cette phase-ci du cycle. Puis ça me fait un renforcement positif par rapport à ma propre pratique d'entraînement. Et je crois que les messages de marketing pour promouvoir des approches de cycle syncing sont dangereux. Honnêtement, là, sont dangereux parce qu'on met des barrières dans les pattes de, de femmes ou de personnes qui ont déjà de la difficulté à atteindre les recommandations d'activité physique de base. La plupart d'entre nous n'atteignons pas les recommandations qui sont de 150 minutes d'activité par semaine. Et en plus, on nous dit, hey, là, tu peux pas faire du CrossFit tellement dans cette phase-là de ton cycle parce que tu serais moins performante ou tu serais plus à risque de blessure, des affaires comme ça. Fait en plus du fait qu'on a de la difficulté à atteindre les recommandations, on nous met des barrières de restriction de comment on devrait s'entraîner. À première vue, le psycho-thinking, ça a l'air super. C'est OK, on s'écoute dans notre corps. Puis ça, je le promouvois tout à fait. On devrait toujours s'écouter dans notre corps, en fait. Peu importe où est-ce qu'on est dans notre cycle, peu importe qu'on est une femme ou un homme. Mais si on va un petit peu plus, si on digue en anglais dans les raisonnements derrière ces pratiques-là, ça peut être dangereux selon moi pour la pratique Je suis sportive. d'accord avec toi aussi. Puis, tu sais, le lien avec le RED qu'on a parlé tantôt, fait que l'aménorrhée, là, l'absence des règles, je me dis, si on met ça comme idée dans la tête des athlètes, surtout de haut niveau, ou, tu sais, peu importe le niveau, si tu une compétition prévue, puis là, tu dis, oh non, je vais être dans, juste avant mes menstruations ou pendant mes menstruations, j'aurai pas une bonne performance à cause de ça. On dirait que ça peut comme favoriser l'envie de ne pas avoir ces règles. Fait que je sais pas, tu sais, il peut-tu avoir Aïe, comme aïe, un espèce de double enjeu? Parce que je me dis, peut-être qu'au final, les jeunes athlètes, ils vont être contents de ne pas avoir leurs règles parce qu'ils se sont fait marteler le message que, ben, ils vont avoir une performance moins bonne s'ils sont pendant leurs règles à la compétition la plus importante de leur vie. Fait qu'il faut vraiment faire attention parce que ça peut être extrêmement dangereux, là. On peut engendrer d'autres problèmes en propageant des messages comme ça qui sont erronés au final. je suis tout à fait d'accord. Puis récemment, on a fait un focus group avec Femme Non Sport avec un groupe d'athlètes pour un projet qui s'en vient printemps 2026. Et il y avait justement un athlète qui est maintenant médecin. Elle est médecin et athlète de haut niveau. Puis elle a dit carrément que quand elle était athlète plus jeune, elle prenait la pilule en continu pour pas avoir ses règles parce qu'elle avait l'impression que les changements hormonaux pourraient avoir un impact sur sa performance sportive. Tout à fait. Tu honnêtement, j'avais jamais poussé la réflexion jusque-là, Isabelle, mais merci de l'avoir abordée parce que moi, j'y pensais plus d'un point de vue, tu sais, population générale, si on met on complique l'activité physique, c'est dangereux, mais d'un point de vue d'athlète aussi. C'est drôle parce que je baigne avec des athlètes, là, mais j'avais jamais fait la réflexion de si les athlètes pensent que le cycle menstruel peut vraiment avoir un impact sur leur performance, est-ce qu'ils vont développer des pratiques qui peuvent être malsaines ou dangereuses? Ouais, c'est dangereux. Moi, je pense que oui, puis je pense que c'est plus répandu qu'on pense. Tu sais, juste, mettons, là, au patinage, là, ou même en gym, là, tu sais, juste le costume que tu dois porter, là, c'est pas l'affaire dans lequel tu te sens mieux quand tu as tes menstruations, qu'il faut que tu portes un produit d'hygiène menstruelle. Fait que, tu sais, c'est Ouais, sûr que moi, si j'avais envie de ne pas avoir mes menstruations avec mon petit collant, ma petite jupe, ou ouais. tu sais, j'ai joué au soccer aussi. Quand j'étais adolescente, on avait des shorts blancs. Tu
tu sais, tout ça, c'est des facteurs qui font Mmh. en sorte que c'est sûr que si on avait le choix, on préférerait peut-être pas avoir nos menstruations, mais si ça devient problématique ou, tu sais, comme pathologique, je pense pas que c'est le message qu'il faut véhiculer dans les sports organisés, là, au Non, moment où il y on a est. il y a un besoin énorme en ce moment de chiffres, de transition des messages véhiculés, de: «Hey, ne pas avoir ses règles, c'est quasiment le fun parce qu'on n'a pas à dealer avec tout ce qui vient avec dans le monde du sport». Puis en plus, peut-être que ça a un impact sur notre performance. Hey, super si j'ai pas mes règles, avoir ses menstruations, c'est un super pouvoir. C'est un signe que ton corps est en santé et donc que tu peux performer encore mieux avec tes règles et de déconstruire les mythes. C'est pour ça que moi, le mythe de cycle syncing, il vient tellement me chercher parce que comme qu'on vient juste de le déconstruire, ça va loin les idées, puis ça peut devenir dangereux. Fait que merci pour, ce point-là. En conclusion, là, tu sais, tu parles qu'il s'en vient quelque chose avec femmes dans le sport, là, au printemps 2026. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ou c'est un projet secret? C'est un projet secret, mais je peux dire que ça va être lancé au printemps, hem, autour de la journée des femmes, que ça va avoir rapport avec la santé des femmes qui font du sport et qu'il va y avoir quelque chose pour tout le monde qui est dans l'écosystème du sport, que ça soit des femmes qui font du sport, des athlètes féminines, des professionnels de la santé et du sport, des organisations sportives. Il y a quelque chose pour tout le monde avec ce qui s'en vient. C'est ça, tu sais, notre rôle avec Femmes, ben, en fait, notre mission de Femmes dans le sport, c'est de mobiliser le système ou l'écosystème du sport féminin. OK, puis là, quand on dit sport féminin, on pense à des athlètes de haut niveau, mais l'écosystème du sport féminin, c'est la femme qui va au Econo-Tennis aussi 2 fois semaine ou qui jogue avec, son enfant, Ça me poussait. sa poussette. Puis je pense que le pouvoir dans la mobilisation du système en entier, fait que pas juste au niveau des professionnels, pas juste au niveau des femmes ou des athlètes, pas juste au niveau des organisations. Quand on mobilise tout le monde dans le système, c'est là qu'on voit des vrais changements. Fait que ce qui s'en vient, c'est quelque chose, tu sais, je travaille super fort dessus. Ça en intègre tout le monde de l'écosystème et mon espoir, c'est que ça contribue vraiment à faire changer les choses pour les femmes qui font du sport et leur santé globale. Personnellement, là, je te donnerais un prix Nobel. Je trouve que je trouve que c'est tellement important ce que tu fais, puis, tu sais, bravo vraiment de mettre autant de temps, autant d'énergie parce que je pense que ça va avoir un impact réel, là, sur, justement l'activité physique, de manière générale, de démocratiser ça, de faire le pont avec la science aussi. Je pense que tu es une super vulgarisatrice, là, scientifique, pour l'activité sportive chez les femmes. Fait que merci vraiment beaucoup de ton temps, puis, au plaisir de te rejaser, là, prochainement, Merci de m'avoir accueillie, Isabelle, puis c'était une super belle conversation, puis tu sais, on a eu des belles réflexions ensemble, puis tu m'as permis de pousser mes réflexions encore plus loin. Donc, j'aime ça dans des échanges, surtout sur un podcast, qu'on est capable d'aller loin comme ça. Donc merci d'avoir, mis la table pour cet échange-là. le plaisir est partagé. À bientôt. Bye.